Nous sommes vendredi, le 4 octobre 2019. Vous êtes sur RTI 1 et c'est l'heure de votre journal. Le Premier ministre est depuis jeudi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour une visite de travail de 3 jours dans les régions du Cavali et du Guémon. À l'issue d'une série de rencontres avec les populations sur place, Amadou Coulibaly a procédé hier au lancement de l'extension du réseau électrique de Guiglo. L'industrie mondiale du tourisme et du voyage est secouée depuis quelques jours par la faillite du deuxième tour opérateur mondial, le Britannique Thomas Cook. Une crise qui survient au moment où s'ouvre le Salon mondial du tourisme Topresa. Quel est son impact sur l'industrie touristique africaine? Élément de réponse dans 10 minutes avec Cheikh Koné. Plusieurs groupes terroristes seraient à la manœuvre dans les récentes attaques au Mali et au Burkina Faso, ce qui pose aujourd'hui la question de leur collaboration. Ce sont Al-Mourabitoun, Front du Massina, AQMI, Ansarul Islam, État islamique dans le Grand Sahara, le G5 des terroristes du Sahel. S'il vivait toujours, Mahatma Gandhi aurait eu 150 ans le 2 octobre dernier. Ce dirigeant politique était un important guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de son pays. Et dans le but de promouvoir la paix et la non-violence à travers le monde, il existe désormais un timbre commémoratif de Mahatma Gandhi. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a procédé à son dévoilement. Kolo Coulibaly. Ce timbre de la Poste de Côte d'Ivoire est édité à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Son image est une colombe insérée dans la carte de la Côte d'Ivoire, un symbole de la philosophie de paix de Gandhi. Selon l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Saïd Lastiangal, c'est aussi un signe du renforcement de la coopération entre les deux pays. La communauté indienne s'est mobilisée pour l'événement, les acteurs de la Poste de Côte d'Ivoire aussi, dont les services s'appuient désormais sur le numérique. À l'instar de l'Inde, ce grand pays ami qui s'est appuyé sur le savoir-faire de ses concitoyens pour être aujourd'hui à la pointe des innovations technologiques de l'information, la Côte d'Ivoire aspire elle aussi à la construction d'une société profondément orientée vers les technologies d'information et de la communication. C'est le vice-président de la République qui a procédé au dévoilement du timbre commémoratif de Mahatma Gandhi. L'Inde et la Côte d'Ivoire entendent ainsi rapprocher la philosophie de paix de leurs deux pères fondateurs, Mahatma Gandhi et Félix Houphouët-Boigny. Une œuvre de paix et de développement poursuivie par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons eu la chance, à la demande du président Alassane Ouattara, d'aller en Inde pour le sommet de l'Alliance solaire internationale. Il y a eu 7 projets d'ailleurs qui ont été présentés par la Côte d'Ivoire pour un montant global, je pense, de 163 milliards de francs CFA. Vous savez, il y a quelque temps seulement, nous étions avec l'ambassadeur à Grand Bassam pour l'inauguration de la plateforme des TIC et aussi l'industrie pharmaceutique Pharmanova. Et nous avons fait aussi l'inauguration du grand centre ADN régional et nous sommes heureux de cette qualité de relation. D'une valeur de 250 ou 500 francs en fonction de la destination, ce timbre est amené à faire le tour du monde pour ainsi promouvoir le message de paix partagé par l'Inde et la Côte d'Ivoire. Amadou Coulibaly, lui, est arrivé à Guiglo hier, première étape d'une visite de travail de 3 jours dans les régions du Cavali et du Guémon. L'objectif est de rassurer les populations quant au déploiement du programme social du gouvernement. Dès son arrivée, le Premier ministre a invité les chefs traditionnels de Guiglo, Blolequin et Taï à la paix et à l'union. C'était au micro RTI 1 d'Alexis Ouedraogo. Première étape à l'agenda du chef du gouvernement dans le Cavali, la rencontre avec les chefs traditionnels de Guiglo et Blolequin. Tant que vous allez soutenir notre sœur et tous nos cadres qui sont là, vous avez l'amour et le soutien du peuple ouest sans exception. Amadou Coulibaly, qui s'est réjoui de cet accueil, a lancé un appel au rassemblement. Il est extrêmement important que la paix soit préservée en Côte d'Ivoire. Il est extrêmement important que la stabilité de notre pays continue d'être assurée. Et que vous devez tourner le dos, tourner les oreilles et vous détourner complètement et définitivement de tous les messages qui visent à diviser les Ivoiriens.
Avec les chefs traditionnels de Taï, même engouement, ces derniers présentent leurs doléances pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Vous êtes en train de faire des bonnes choses, des très bonnes choses déjà pour désenclaver Taï. Mais quelques villages ont été omis par le projet BAD. 3 villages, comme le document que j'ai en main, est un livre blanc qui ne dit pas son nom. Donc vous aurez la possibilité de voir la liste de ces villages-là. Des doléances auxquelles le chef du gouvernement répond. Ce que le président Alassane Ouattara nous a enseigné, c'est qu'à chaque fois que nous prenons un engagement, surtout quand nous le prenons en plus en son nom, c'est un engagement qui doit être obtenu. Alors nous aussi, nous qui sommes donc à son école, nous qui sommes à ses côtés, qui apprenons tous les jours à ses côtés, donc nous ne ferons pas autre chose que de dire ce que nous savons, ce que nous allons effectivement donc faire. Donc tous les engagements que je prends ici sont des engagements qui seront tenus. Amadou Gon Coulibaly a exhorté les chefs à travailler à la paix, à l'unité et au rassemblement, outil indispensable de tout développement. À la suite de sa rencontre avec les chefs traditionnels de Guiglo, Bloléquin et Taï, Amadou Gon Coulibaly a échangé avec les chefs coutumiers baoulés de la localité ainsi qu'avec les élus et les cadres. Là encore, le message était le même, l'appel au rassemblement, à la paix et à l'unité pour le développement de la région. Et pour joindre l'acte à la parole, tout de suite après cette rencontre, Amadou Gon Coulibaly est allé lancer les travaux d'extension du réseau électrique de Guiglo. Herman Guivet, l'un de nos envoyés spéciaux sur place. Lycée Gilles Henry de Guiglo. Des écoliers venus par milliers accueillir le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly venu procéder au lancement des travaux d'extension du réseau électrique de la ville. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. Coup de pelle symbolique, puis dévoilement de la plaque indicative par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce programme va toucher 35 000 ménages. Et 35 000 ménages, c'est environ 100 000 personnes qui vont être touchées, qui auront de l'électricité à partir de maintenant. Ces travaux sont prévus pour s'achever en juin 2020, mais la première tranche pourrait être livrée. C'est, je dirais, 88 quartiers de Guiglo qui sont concernés. Donc les premiers eux seront servis à la fin de l'année 2019. C'est un programme d'environ 1,2 milliard de francs CFA et je me réjouis d'avoir eu l'opportunité ici à Guiglo de lancer ce programme. De façon spécifique, il s'agira d'implanter 1648 poteaux béton, dérouler 73 km de câbles dans 5 km de moyenne tension et 68 km de basse tension, créer 11 postes de distribution HT-ABT, dont 9 postes cabines et 2 postes hauts de poteaux. Ce programme-là aussi va s'accompagner par un programme d'amélioration de la qualité de service et qui va permettre aussi le développement industriel dans la ville de Guiglo. Les populations, elles, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. C'est une joie pour le maire que je suis. Et je voyais que la population avait des soucis d'électricité, même et puis d'eau. Mais si aujourd'hui le Premier ministre, avec le programme social du gouvernement, vient nous régler le problème de l'électricité, ça ne fera qu'un plaisir pour moi, le maire. Alors donc, je suis très content parce que dans peu de temps, ma ville sera une ville lumière. On est près de 1000 femmes à être ici. Chacune s'en va lancer le message pour que les autres soient contentes. C'est très bien ce qu'il a fait. Nous sommes très contentes. Une action qui permettra assurément de répondre aux besoins d'électricité constatés dans la ville du fait de son expansion. Coût de financement du projet, 1,2 milliard, partenaire, Banque mondiale et État de Côte d'Ivoire. Je vous le disais dans les titres, depuis quelques jours, l'industrie mondiale du tourisme et du voyage est secouée par la faillite du deuxième tour opérateur mondial, le Britannique Thomas Cook. Une crise qui survient au moment où s'ouvre à Paris le Salon mondial du tourisme, avec un impact pour l'heure insoupçonné. Mais plusieurs observateurs craignent que cette faillite affecte l'industrie touristique africaine. Cheikh Koné Aboubakar.
Tombé comme un couperet dans le monde de l'industrie touristique internationale, l'information de la faillite du deuxième tour opérateur, le Britannique Thomas Cook, a créé une onde de choc mondial dont les premiers signes se sont fait ressentir à l'ouverture du salon Topresa de Paris. C'est plus qu'un incident industriel, c'est une déflagration. Et je pense qu'il y aura des effets collatéraux et des effets dominos qui vont arriver dans un avenir proche. Pour autant, sur le salon, au moment où c'est arrivé, la commercialisation du salon était terminée. Donc il n'y a pas d'effet immédiat sur le salon. Le géant voyagiste laisse sur le carreau 22 000 travailleurs et plus de 600 000 touristes à rapatrier en urgence à travers le monde. Pour les professionnels du voyage, c'est la consternation. Les conférences et panels sont consacrés au sujet. Les avis sont partagés. La faillite de Thomas Cook, ça a, pour l'ensemble du secteur, une conséquence sur la perte de relations de confiance. Les clients ont perdu confiance dans les agences de voyage. Les agents de voyage ont perdu confiance dans les tours opérateurs. Notre rôle maintenant, c'est de rétablir cette relation de confiance, de la restaurer. Ça ne nous gêne pas tellement en France. Thomas Cook est pas fort en France comme en Allemagne ou en Angleterre. Donc nous, on continue. La marque Jet-Tour a déposé bilan avec les agences. Bref, on s'occupe des clients parce que la France protège ses clients. Donc quoi qu'il arrive, les clients partiront. Donc il n'y a aucune incidence financière sur les clients de Thomas Cook et de Jet-Tour. Du côté de la centaine de prestataires de Thomas Cook, le risque d'une baisse drastique de leurs revenus est imminent. En Afrique, cette faillite n'est pas sans conséquences. Pour les hôteliers tunisiens, aux premières heures du déclin, la facture du voyagiste était déjà de l'ordre de 15 milliards de francs CFA. Face à cet effet domino, y a-t-il raison de craindre d'éventuelles répercussions sur le marché du tourisme ivoirien? Nous ne sommes pas inscrits dans le livre des tours opérateurs. Heureusement d'ailleurs, parce que nous aurions aussi coulé de la même façon. Je ne me réjouis pas de cette situation. Je dis simplement que nous sommes un jeune pays à vocation touristique. Il faut diversifier l'offre. Et cette offre que nous diversifions nous épargne des chutes rocambolesques dans cette situation de crise. Tous les acteurs sont unanimes. La sortie du marché du géant britannique pose une problématique essentielle de la profession des voyagistes, celle de la mort programmée des tours opérateurs face à la montée en puissance du digital dans le business du voyage. C'est justement là, à Paris, en France, qu'aura lieu en novembre prochain la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO. Hier, ici à Abidjan, on a procédé à la restitution des travaux préparatoires de cette session. Une rencontre pour élaborer une feuille de route pour une meilleure participation de la délégation ivoirienne au rendez-vous de Paris. On en sait plus avec Astou Touré. La Côte d'Ivoire se prépare activement pour la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO, prévue du 12 au 27 novembre prochain à Paris. En prélude de cette rencontre, 5 commissions se sont réunies 3 mois durant afin d'élaborer un document de référence dont le contenu sera défendu par des experts lors de cette rencontre. Les experts ivoiriens sont amenés à regarder chaque point de l'ordre du jour et à donner l'avis du pays sur les différents points de l'ordre du jour. La restitution que nous faisons aujourd'hui, nous allons élaborer ce document que nous allons présenter à Madame le ministre de l'Éducation nationale qui va le faire adopter par le gouvernement. Et donc, c'est ce document final qui va être reversé au secrétariat général de l'UNESCO à Paris. Depuis son accession à la tête de l'UNESCO, la directrice générale de cette institution a initié une politique pour une meilleure implication des pays membres de l'organisation. La 40e session de la conférence générale de l'UNESCO augurerait donc de belles perspectives. Nous aurons des moments forts pendant cette conférence générale et il est important de les préparer. Nous aurons plusieurs moments importants dont le lancement d'une convention globale sur la reconnaissance des diplômes universitaires. C'est une initiative originale. Nous allons également travailler aussi sur l'élaboration d'une stratégie en matière d'alphabétisation et enfin sur l'éducation inclusive. La conférence générale de l'UNESCO se tient tous les 2 ans et elle réunit 195 États membres sur divers sujets, notamment la science, la culture et l'éducation. L'éducation, c'est le moteur d'une société. C'est grâce à elle que l'on peut changer le monde. Les populations de Touba, dans le département de Dabo, peuvent donc chanter et danser à l'occasion de leur fête de génération. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était représenté par le ministre Claude Danhopolin, a fait don d'une école primaire au village. Le témoignage de Théodore Zouzou et Godefroy Okambawa.
Toupa, un village du département de Dabou. Nous sommes dans la région des Grands Ponts. C'est dans la pure tradition adjoukro que les populations sont venues exprimer leur attachement à leur culture. Tenue d'apparat et tam-tam parleur. Il s'agit de la fête de génération Lo, qui marque l'entrée des jeunes âgés de 19 à 21 ans dans la classe d'âge appelée Mbroman Kata. Ils accèdent ainsi à la maturité selon la tradition adjoukro. Emmanuel Esmel Essis, fils de Toupa, par ailleurs coparrain de cette célébration, a invité les populations à l'union, à la solidarité et à la cohésion sociale. Toupa s'appelle Loutou Ba. C'est celui qui sait prendre, recevoir l'étranger. J'engage mes parents de Toupa, frères et sœurs, à suivre l'exemple de l'union, de l'entente, sans lesquelles rien ne peut se faire pour le développement de notre village. Le ministre des Sports, Danho Paulin Claude, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a mis à profit cette cérémonie pour annoncer les actions du chef du gouvernement dans le domaine de l'éducation et de l'adduction en eau potable pour le village de Toupa. Nous avons saisi l'opportunité pour apporter le message du Premier ministre, un message de solidarité et de fraternité. Et il a aussi décidé de répondre à une doléance particulière de ce village. Offrir une école de 6 classes avec cantine et bureau de maître, totalement équipée, fonctionnelle pour soutenir la lutte contre l'échec scolaire dans ce village. Danho Paulin Claude a intégré la génération Bojor au cours de ces festivités. Esmel Anne-Marcel Diombo, fille de Toupa, médaillée d'or et d'argent au Tialak, aux Jeux africains de Rabat au Maroc 2019, a été également présentée aux populations. C'est grâce à l'éducation et au savoir, en rendant les adultes de demain cultivés et instruits, que l'on pourra vaincre le racisme, l'intolérance, les inégalités et la violence, d'où l'importance de l'école. Le RECREMSI, le réseau des conseillers régionaux et municipaux de Côte d'Ivoire, l'a compris. Il vient de faire des dons de kits scolaires aux enfants du Sud Comoé. Les précisions de Patricia Omoïtia. Plusieurs enfants du Centre de protection de la petite enfance de Grand Bassam ont reçu des kits scolaires. C'est un don du RECREMSI, le réseau des conseillers régionaux et municipaux de Côte d'Ivoire. Le don de cet après-midi est un don qui concerne tous les enfants de la région du Sud Comoé, les 4 départements et les 17 sous-préfectures. On est dans le social, essentiellement dans le social. Et nous sommes, on va dire, 90% dans le social et 10% de développement. Et ici, c'est le premier don scolaire. Et ensuite, nous allons commencer notre parcours à travers toute la Côte d'Ivoire. Ces dons ont été distribués aux enfants. Le but est de faciliter les conditions d'accès à l'éducation des parents. Nous avons assisté à une grande cérémonie et merci beaucoup. Et que cette action continue pour les autres enfants qui vont suivre. Cette cérémonie de remise de kits aux enfants du Sud Comoé s'est déroulée en présence de la directrice des structures de base représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ces enfants vont changer d'univers. Ils quittent le préscolaire pour l'école primaire. Donc, dans cette période où les parents ont beaucoup de soucis, je crois que c'est un bon soulagement. Le RECREMSI, le réseau des conseillers régionaux et municipaux, a été créé pour améliorer les conditions de vie des conseillers et aider au développement des régions. Les langues des signes désignent les langues gestuelles que les personnes sourdes ont développées pour communiquer. Elles assurent toutes les fonctions remplies par les langues orales. La journée internationale des langues des signes a été célébrée le 23 septembre dernier. C'est hier que la Côte d'Ivoire a commémoré la journée. C'était à la Bibliothèque nationale au Plateau en présence de Grace Kando. Langage gestuel. Ces sourds sont au rendez-vous, c'est leur semaine. Ils sont 15 000 en Côte d'Ivoire à vivre avec ce handicap. À l'occasion de la Journée internationale des langages des signes, l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire fait des doléances. En Côte d'Ivoire, nous avons une seule école pour les sourds. Vous voyez, il y a beaucoup de sourds en Côte d'Ivoire, mais ils ne vont pas à l'école et ils n'ont pas d'emploi, puisqu'ils n'ont pas de diplôme. Nous, association, nous faisons notre effort, mais c'est vraiment difficile. Nous demandons
au gouvernement de nous aider, de nous soutenir. Pour promouvoir et défendre les droits des sourds en Côte d'Ivoire, plusieurs actions sont menées. La création d'une unité chargée de l'éducation inclusive pour permettre aux personnes sourdes de pouvoir d'abord intégrer l'école et puis s'insérer au mieux dans la société. Et puis, bon, il y a la prise d'un certain nombre de prises de décrets, notamment le décret concernant le recrutement des personnes handicapées et bien d'autres décrets qui sont en instance d'être pris par le gouvernement pour pouvoir améliorer la situation des personnes en situation de handicap. Le développement en Côte d'Ivoire ne doit laisser aucun Ivoirien, en tout cas aucun habitant de la Côte d'Ivoire sur la route. Et les sourds, comme les autres Ivoiriens, les autres habitants de la Côte d'Ivoire, doivent être pris en compte. Au niveau du Sénat, nous allons y réfléchir pour traduire en texte législatif la situation pour qu'elle puisse s'améliorer. Cette journée internationale des sourds est aussi l'occasion d'inviter autorités politiques, administratives et sociétés civiles à s'approprier le langage des signes pour une meilleure intégration sociale et économique des sourds. Merci, Grace Kando. En langue des signes, bien sûr, nos journaux sont accessibles aux sourds et aux malentendants. On passe maintenant à la page santé de ce journal. À Abengourou s'est tenue cette semaine la 12e journée mondiale de la kinésithérapie. Elle avait pour thème « Intérêt et avantages de la kinésithérapie dans la prise en charge des douleurs ». Une occasion pour sensibiliser les populations sur les bienfaits de la kinésithérapie. Le témoignage d'Herman Niamien, notre correspondant dans l'Est de la Côte d'Ivoire. C'est à Bengourou que l'association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes, AIMK, a choisi pour la célébration de la 12e journée mondiale de la kinésithérapie. Le choix d'Abengourou, qui intervient après la 11e journée mondiale célébrée à Bouaké, selon les initiateurs, vise à sensibiliser les populations de l'intérieur du pays sur les bienfaits de la kinésithérapie. La population de l'Indénié, comme nous l'avons remarqué, il y a un grand besoin en termes de kinésithérapie, comme sur tout le territoire national. Et depuis 2 ans, nous avons décidé de décentraliser nos activités. En l'occurrence, nous faisons de façon régulière des sensibilisations et des soins gratuits. La kinésithérapie, une des dernières spécialités de médecine, utilise le mouvement pour soigner. À titre d'exemple, la rééducation fonctionnelle, le traitement de la douleur dans les cas d'AVC, de sciatique, entre autres. Si tout de suite vous avez mal au dos, comme on l'appelle communément maux de rein, et que vous n'arrivez pas à trop vous déplacer, la douleur est très forte, c'est un kinésithérapeute qu'il faut voir. Parce que les médicaments que vous allez prendre vont traiter les signes. Donc calmer la douleur, mais la cause va demeurer parce que ça vient d'un dysfonctionnement au niveau lombaire. Donc il faut des massages, il faut des étirements. Il y a des enfants par exemple, des enfants qui naissent avec un bras, par exemple, on dit il a un petit bras, on dit qu'il est né avec, on appelle ça les paralysies obstétricales du plexus brachial. C'est pas qu'il est né avec, c'est lors de l'accouchement, c'est un groupe de nerfs qui a été détaché et ça, dans les premiers moments, il faut venir voir le kinésithérapeute. Présent à cette cérémonie, l'artiste comédien Guy Vert, victime d'un AVC il y a quelque temps, souligne les bienfaits de cette discipline grâce à laquelle il retrouve petit à petit ses sens. L'artiste se porte bien, à part mes bras droits qui ne fonctionnent pas, même mes pieds gauche qui ne fonctionnent pas, mais l'artiste se porte bien. Mais Dieu a fait, ça se porte bien. En Côte d'Ivoire, ils sont autour de 140 kinésithérapeutes qui exercent dans les différents centres hospitaliers universitaires. Venons-en maintenant à cette remise de matériel pour la gestion des déchets médicaux. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de gestion des déchets sanitaires 2016-2020, une demi-douzaine de tricycles et des kits d'entretien et d'hygiène ont été remis récemment aux directeurs départementaux du district d'Abidjan. 6 tricycles et des kits d'hygiène et d'entretien remis aux directeurs départementaux de la santé et de l'hygiène publique du district d'Abidjan. Le matériel offert par le ministère de tutelle vise à renforcer leur capacité à mieux gérer les déchets médicaux. Les tricycles que voilà ont été équipés de sorte à pouvoir être utilisés uniquement comme moyen de collecte et de transport des déchets médicaux. Ils sont sous la responsabilité du directeur départemental et tous les établissements situés dans l'aire sanitaire du district ne disposant pas d'ouvrage de traitement des déchets sanitaires
pourront les utiliser afin d'acheminer leurs déchets vers un site pourvu à cet effet. Un geste qui lutte contre la dégradation de l'hygiène hospitalière et la pollution. Quand les déchets ne sont pas gérés de façon rationnelle, vous verrez les déchets qui sont dans la cour, les cours des structures sanitaires, qui sont brûlés à l'air libre. C'est l'environnement qui prend un coup, c'est la santé de la population qui fréquente ces structures sanitaires qui prend également un coup. Nous sommes pour la polarisation des déchets. Nous sommes pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets. Toutes ces matières vont nous permettre de collecter tous les déchets médicaux pour pouvoir les envoyer sur les lieux d'incinération. Donc c'est important. Ce sont 36 incinérateurs modernes à combustion pyrolytique et une dizaine de banaliseurs installés qui gèrent environ 9000 tonnes de déchets médicaux par an, dont 62% sont infectieux. C'était un reportage de Salimatou Dia. Eux ont plutôt reçu des certificats d'aptitude au commerce moderne de détail. Ils sont commerçants, 329 au total. C'est une initiative de l'ONG Technoserve qui vise à lutter contre la pauvreté en permettant aux commerçants d'acquérir des techniques modernes de vente afin de sortir de l'informel. Le reportage complet de Serge Coléa à suivre dans nos prochains journaux. La journée de la Côte d'Ivoire, c'est un événement qui aura lieu à Abidjan en décembre prochain à l'initiative du groupe Médien TV Afrique. La chaîne vient d'en faire le lancement, un événement au cours duquel des experts viendront de partout dans le monde pour échanger sur les grands projets de développement initiés dans plusieurs secteurs d'activité. Francis Boifo était à ce lancement pour RTI. Le 5 décembre prochain, des chaînes de télévision et de radio seront à Abidjan pour diffuser des informations en temps réel sur la journée de la Côte d'Ivoire. C'est une initiative de Médien TV Afrique, une chaîne d'information marocaine en contenu panafricain francophone. Nous allons réaliser des documentaires sur les grands chantiers, nous allons faire des reportages, nous allons faire des interviews, on va organiser des talks avec la jeunesse, on va sortir dans la rue, rencontrer les jeunes, organiser des événements et des débats hors site, pour démontrer que c'est une dynamique collective. Les échanges porteront sur les grands projets structurants et sociaux, le potentiel économique du pays, l'écosystème des start-up et de l'industrie culturelle dirigée par les jeunes entrepreneurs. Il y a un peuple et une jeunesse qui s'inscrivent dans la nouvelle philosophie de développement continental. On ne peut qu'être impressionné et vouloir transmettre à l'ensemble de la jeunesse africaine ce qui se passe ici pour servir d'exemple. Cette journée est une opportunité pour la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc de renforcer les relations qui lient les deux pays. Nous sommes très heureux de cette initiative, que les gens auront l'opportunité à travers l'Afrique de connaître le potentiel de la Côte d'Ivoire et de réaliser le potentiel que ce pays dégage dans les années à venir. La journée de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans une vaste caravane dénommée la voie du co-développement. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays à abriter l'événement après le Sénégal. Le verdict est tombé depuis hier. Jacques Mangwa a été condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bouaké. Le président du conseil régional de Bouaké a été poursuivi pour détention illégale de munitions. Durant le procès, le procureur de Bouaké a estimé que l'élu n'a pas pu prouver qu'il n'était pas le propriétaire des 40 machettes et des 991 munitions de guerre découvertes le 21 septembre à son domicile de Nguessankro, son village natal. Dans le Sahel, plusieurs groupes terroristes seraient à la manœuvre dans les récentes attaques au Mali et au Burkina Faso, ce qui pose aujourd'hui la question de leur collaboration. En Sardine, Front du Massina, Al-Morabitoun, AQMI, Ansarul Islam, État islamique dans le Grand Sahara, tous ces groupes se seraient-ils mis ensemble? La région du Sahel au nord du Burkina est en tout cas un carrefour stratégique situé à la frontière avec le Mali et le Niger. Elle n'est séparée de la capitale Ouagadougou que de quelques centaines de kilomètres. La situation dégénère en Irak où des manifestations ont lieu depuis 3 jours après une journée particulièrement meurtrière hier jeudi. Les forces de sécurité irakiennes ont tiré à hauteur d'homme ce vendredi sur des dizaines de manifestants dans le centre de Bagdad. On dénombrait une trentaine de morts sur les journées précédentes.
Point final. Ce journal est terminé. Merci à Stéphane Conan, Perpétue Pan, Victorine Yaoyobwe, Arlène Poka, Sophie Brouige et Timité Mongbe. C'est notamment grâce à eux que vous avez pu nous suivre, en plus bien sûr de tous les techniciens en régie. Merci et bonne suite des programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.